Assistant, comment elle s'appelle la machine à papa pour couper le bois? C'est pas la fiston. La fiston. T'es prêt pour le matos de Floki numéro 2? Oui. Salut, c'est Floki. Bon, on commence fort ou on commence doucement? On commence fort. Ça, c'est des pare-éclats. C'est efficace, hein. Mais bon, c'est pas miraculeux non plus, hein. Donc ça, c'est le petit casier pour ranger les lames dessus, là. Bon, moi, j'en ai qu'une pour l'instant, hein. Ça coûte une blinde. Et des petits compartiments pour mettre les pare-éclats. Bon, il m'en reste plus qu'un parce que les deux, je les ai explosés. Concrètement, j'ai vendu carrément le combiné Kitty que vous voyez sur les vidéos, hein, pour acheter ça. C'est sûr que visuellement on y perd un petit peu au change, mais en tout cas en fonction de mes besoins par rapport à ce que je fais maintenant, bah, c'est beaucoup plus adapté, parce que ça je peux l'embarquer sur le chantier. La Kitty, non. Vous avez vu, tous les accessoires sont plutôt localisés ici, hein, donc il y avait le cache-lame qui était là, c'est vraiment bien fait quoi. Ici on a le guide parallèle, ou perpendiculaire, ça dépend comment on le met, hein. Ici on le met comme ça. Il n'y a pas les coupes d'onglets si on veut. L'enrouleur pour le câble. Et ici, le poussoir. Avec une bonne poignée et tout. Très bien. Alors ça, c'est la CS50. Il y a la CS70. 50, 70, vous avez compris. C'est la hauteur de coupe. C'est la différence entre les deux. Après, la puissance aussi. Il me semble qu'il y a 1000 watts de plus sur la 70. Et il y a aussi 1000 € de plus, hein, bien sûr. Tu vois, faut rajouter quoi. Donc ça dépend vraiment des besoins. La C70 est aussi plus lourde à transporter. C'est un truc à prendre en compte. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'ai pris celle-là. Parce que je veux me balader sur les chantiers sans me péter le dos. Pour couper du plus épais, bah, j'ai d'autres outils pour faire ça. Donc, Vous avez vu le double système d'aspiration. Il y en a un en bas, ici, qui prend dans le carter. Et là, il y en a un qui prend ici pour toutes les poussières fines qui vont être au-dessus. Ça fait moins de poussière dans l'environnement. À dévisser, c'est assez simple. Et il n'y a rien qui se perd. Il y a vraiment tout qui reste emboîté. Voilà. Il n'y a pas de boulons de partout qui tombent. Donc là, dessous, on a donc la montée de lame et de descente. Donc ça va jusqu'à 52. Voilà, sans forcer quoi. Et ici, on a le réglage de coupe jusqu'à 47 degrés. Voilà, c'est cette grosse poignée qui va orienter la lame. Je profite qu'on est dessous pour vous montrer aussi ce système. Là, il y a le variateur de vitesse qui est planqué là, en fonction du matériau qu'on a à couper. Ici, on a le push-stop. Ici, derrière, là, on a la gâchette de déclenchement de la machine. Et ça, c'est le blocage. Donc on va venir appuyer sur les deux comme ça va bloquer la machine qui va tourner. Alors, on le voit. Et pour désengager, soit il y a le push, soit on appuie sur la manette. Ce système là, il va fonctionner donc avec le guide perpendiculaire pour venir tronçonner des morceaux de bois. Là, on a une lame de parquet. On va faire une coupe à 90. Et puis on vient tronçonner. Donc c'est la machine qui va venir se déplacer sur le bois et pas le bois sur la machine. Voilà, c'est assez différent d'habitude. Vous avez compris que j'ai enlevé le cache-lame pour vous montrer. Hein. La course de la lame fait à peu près 30 ou 32 cm. Alors pour le changement de lame et l'action sur le couteau diviseur, c'est assez facile. Pour changer la lame, il suffit juste de tourner ça. L'arbre se bloque automatiquement. Il n'y a pas besoin d'outils. Et la clé là va servir pour le couteau diviseur. Un petit tour
et il descend. Et il vient en butée. Il y a deux butées, une haute et une basse. Si on ferme pas ça, la machine ne démarre pas. Ici, il y a un petit push derrière là. Le couteau diviseur en position basse, c'est pour les applications sans cache-lame, où on va pouvoir faire des rainures ou tout autre assemblage. Puis là aussi, ça sert pour la ranger, quoi. Pour moi, il n'y a rien dessus. Alors ça, c'est le système de base. Sans compter ça, qu'il y a un accessoire en plus. Évidemment, il n'y a pas l'aspirateur non plus. Mais il y a le tuyau. Voilà. Ainsi que les pieds là sur les côtés. Pour éviter que la machine s'incline d'un côté ou de l'autre. Après, en option, il y a ce genre de choses. Donc ça, c'est un guide parallèle, hein, un de plus, qui est extensible. On peut vraiment aller très loin vers là ou vers là-bas. Alors, ici, il y a un réglage micrométrique. Quand on verrouille juste en bas, là, admettons vraiment il nous manque 1 mm, on vient actionner la molette qui est là. Et là, on décale vraiment au millimètre. Une fois que ça c'est réglé, on vient serrer là, faut pas que ça bouge dans ce sens là, et on vient serrer ici la pince qui est en bout. De cette manière, le guide est vraiment parallèle, il n'y a pas de flottement à l'arrière. Quand on passe le bois, ça risque pas de s'ouvrir ou de rentrer, quoi. Donc vous imaginez bien que si on passe du panneau un petit peu long, ici il va y avoir rapidement un problème. Alors on peut mettre une rallonge de table. Ça fait partie des accessoires, hein. On y met une règle pour éviter de venir taper. Pour à peu près où c'est. C'est un petit peu long et fastidieux, je trouve. Voilà. Ça n'engage que moi. Pour remettre tout bien de niveau, impeccable, que vraiment les règles soient toutes droites. Ça prend vachement de temps, je trouve. Ça va à peu près, hein. J'ai pas besoin non plus que ça soit vraiment extrêmement plan. Le tout, c'est que le bois passe bien là et que ça vienne pas buter ici. Il faut que ça puisse sortir tranquillement, quoi. On peut avoir l'extension de table sur le côté, qui est elle déjà graduée. Donc on passe de 20 cm, on peut aller jusqu'à 610 là. Là, il y a un serrage dessous. C'est un jeu de molette, c'est un jeu de... Pareil, on y met une règle ici. Enfin moi j'ai galéré, hein. Voilà, oubliez. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'outils une fois que c'est réglé. Voilà. Ah, ils ont pensé à tout les mecs. Je vous montre le pare-éclat. Il se loge juste là. Là, il est déjà usiné, il est déjà prêt à l'emploi, parce que c'est moi qui l'ai coupé. On le met en place comme ça. La lame, il faut qu'elle soit tout en bas. On ferme tout. On démarre la machine. On la laisse tourner. Et puis pendant qu'on laisse tourner, on monte tranquillement la lame. Et ça va venir usiner cette partie-là. Là, sur le pare-éclat, on a l'empreinte exacte des dents de la lame. Là, le bois, il va venir taper sur ce pare-éclat qui est là. Du coup, on a une coupe qui est vachement plus propre. Si vous avez cette machine, quand vous voulez faire des coupes avec une orientation de la lame, une inclinaison, il faut tout de suite l'enlever. Parce que si vous l'inclinez avec la lame, il pète. Voilà pourquoi il m'en reste plus qu'un. Pour faire du parquet, je vais prendre ça. Pour couper des panneaux, voilà. Quand j'achète des panneaux de médium et tout, là, machin, je les coupe tous avec ça. Pour sécuriser un peu l'ensemble. En entrée et en sortie, on met des servantes. Et ça va tout seul. Il n'y a pas de problème avec ça. J'avais hésité avec la CS70, hein, mais celle-là, ça suffira. Ah. Allez, je vous montre la scie radiale. En menuiserie, il y a des machines et puis il y a des machines. Ça, c'est une machine. Avant de l'avoir dans les mains, j'étais très loin d'imaginer à quel point cette machine est de qualité. C'est un truc de dingue. Quand on regarde aussi l'ergonomie de cette machine. Là, on a la poignée qui est là. Elle fait 17 kg. Elle fait exactement le même poids que la machine que vous avez vue dans le matos de Floki numéro 1. Tout est compacté, tout est vraiment pensé de manière à ce qu'on plaque tout sur le ventre et on y va. Le rangement du câble. Ici on a une petite pince là pour venir finir, ça évite de marcher dessus et se péter la tronche. On a le serre-joint qui est fourni avec, qui vient dans des petites encoches ici devant et il y en a aussi derrière pour débloquer juste. Voilà, là on est en mode radial et ici pour débloquer le mode pendulaire. Voilà. On peut aussi la garder que en pendulaire, il n'y a pas de problème. Hop, il n'y a pas de déplacement sur l'axe, ça coupe juste comme ça. Et on a cette petite gâchette là, une fois qu'on l'incline ici, c'est ça qui va régler la profondeur. Donc là il y a une butée de profondeur, quand on tourne la molette ici, à droite ou à gauche, ça monte et ça descend. Voilà, pour faire des assemblages à mi-bois, etc. quoi. Ici on y branche l'aspiration. À l'arrière on retrouve la fausse équerre Festool. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien.
pour faire les plaintes et pour n'importe quel angle en fait. Hein. Il y a une partie du mur qui est là et l'autre partie qui est ici. Et puis on vient vraiment se mettre pile poil là. On serre avec la molette. Ici, c'est tout de suite la bissectrice de l'angle. Donc là, on est au centre de cet angle-là. On vient se plaquer là. Donc là, le trait de coupe, il va être ici. Donc il va falloir incliner. On a les petits repères qui sont ici, là. On les aligne. Et on a exactement la coupe qu'il faut. On a la grosse molette à l'arrière, là. On va s'incliner. Ici, on a toutes les graduations. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi l'incliner dans l'autre sens. On déverrouille et elle va de l'autre côté. Et quand on revient, le loquet se remet tout seul. Et là, on est embuté. Là, on sait qu'on est à 90 piles. Elle est vraiment exceptionnelle. J'avais hésité avec la Capex 120. Hein. Je pense que n'importe qui peut se poser la question. Moi, je l'ai eu aussi entre les mains, la Capex 120. Mais voilà, en termes d'ergonomie, pour déplacer son chantier et tout, bon, c'est plus costaud quoi. Surtout que la Capex 120 est quand même beaucoup plus lourde à transporter, elle est plus massive, elle est moins ergonomique je trouve. Voilà. Maintenant, pour moi, la Capex 120 c'est vraiment la machine d'atelier qu'il faudrait avoir. Si j'avais eu que de l'atelier à faire, j'aurais pris la Capex 120. Et bon, elle est super compacte, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est en termes d'encombrement sur l'arrière. Il y a 30 cm, il y a moins de 30 cm en fait sur l'arrière. C'est équipé d'une LED qui va servir de laser. En gros, il y a une LED qui vient allumer la lame et ça va projeter les dents de la lame sur le bois. La bosse était beaucoup trop encombrante. Derrière, voilà, il fallait prévoir 1 mètre pour être tranquille, pour pouvoir ramener le bras et pour pouvoir couper. Ensuite, en termes d'ergonomie, pour la transporter, l'autre elle faisait exactement le même poids, on est vers les 17 kg. Elle était vraiment très compliquée à déplacer l'autre. Voilà. La poignée était assez lâche et du coup il fallait que je la prenne à bout de bras comme ça en galérant, enfin voilà. En termes de précision, ben, on n'y était pas non plus. Et c'est une machine moi que j'ai pas réussi à régler. Voilà. Alors après c'est peut-être moi qui déconne complètement, hein, mais j'ai pas réussi à régler la Bosch. Tandis que celle-là, on peut la régler. Si vous coupez un bout de bois, vous mettez une équerre, vous voyez qu'il y a 1 ou 2 degrés qui déconne, et vous avez moyen d'agir dessus pour pouvoir la régler pile poil comme vous voulez. Donc ça c'est une grande qualité chez Festool, hein, c'est leur capacité à pouvoir régler leurs outils et les réparer aussi. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais ça, c'est pas une scie, c'est une machine de guerre. Commande du capot basculant à distance. Disque de 230 mm, c'est presque un 33 tours. Profondeur de coupe 85 mm, sans le rail. Et on peut incliner la lame non pas jusqu'à 45 ou 47 degrés, mais jusqu'à 60 degrés. C'est incroyable. Bon, clairement, ça c'est une machine de charpente, hein. Il n'y a pas besoin de tergiverser. On peut s'en servir aussi pour faire des coupes d'angle et des coupes d'onglets, avec le rail qui va bien. Et malgré le capot basculant, bah, c'est quand même une scie plongeante. Oui. Bien sûr, sur une bécane pareille, il y a un couteau diviseur. Hein. Ça devrait être sur toutes les machines d'ailleurs, je pense. Admettons, le corps de la lame, il fait 2,2 mm. Les dents vont faire 2,5. C'est pour donner de la voie à la lame pour qu'elle puisse passer sans se bloquer. En fait, le couteau diviseur doit être entre 2,2 et 2,5 mm. On va dire 2,3, 2,4. Ok, l'assistant? Il y a 2 inconvénients à cette machine. Le premier inconvénient, ça va être le poids. C'est une machine qui est quand même lourde. C'est une voix. Le poids. Le poids. Le poids. Le poids de la maison. De la machine. De la machine. Ben oui, l'assistant. Et le second inconvénient, c'est que on a un capot basculant. On aspire quand même pas mal de poussière, mais il y en a beaucoup qui vont à l'extérieur. Donc pour l'intérieur, c'est pas top du tout. Il y a un truc qui pourrait être intéressant aussi sur cette machine, c'est qu'on peut y mettre un disque à rainuré. Ici, on met un dispositif avec une grosse fraise à rainurer. Pour faire des rainures rapidement, quoi. Hein? Bah, elle est neuve, hein. Fallait pas s'attendre à autre chose au niveau de la pureté de l'objet. Donc, bon, bah, scie sauteuse, hein. Rien de grave. Capteur d'aspi. Il n'y a pas plus simple à mettre.
Ici on a le changement de lame rapide avec un pare-éclat. Voilà, terminé. Donc là il y a 3 modes de fonctionnement en fonction du matériau qu'on a à couper. Hein. Voilà, ça c'est vraiment le système pendulaire ou pas pendulaire. Donc marche arrêt, capteur d'aspi, voilà. Ici on a un réglage de vitesse, hein, comme sur beaucoup de machines. Ça va être en fonction du matériau qu'on a à couper aussi. Pour du métal, on va descendre peut-être un petit peu. Alors ça c'est une machine qui peut couper jusqu'à 120 mm de profondeur. Alors 120 mm de profondeur, c'est quand même assez dingue. Voilà. Bon, il y a des machines qui vont encore plus loin, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Mais moi perso, c'est assez rare quand je coupe avec une scie sauteuse du 120 mm d'épaisseur. Hein. Donc maintenant, évidemment, ce qui est le plus important là-dedans, c'est bien de couper jusqu'à 120 mm d'épaisseur. Mais ça coupe comment jusqu'à 120 mm d'épaisseur? Et bien ça, j'ai essayé, et bien ça coupe toujours droit. C'est affligeant. On peut pas en dire autant de la prédécesseuse qui était une Bosch professionnelle que vous avez vue dans le matos de Floki numéro 1 que j'ai revendu. Je l'ai revendu pour la raison que j'ai évoquée juste là, c'est que voilà, même à 50 mm d'épaisseur avec une lame neuve, ça ne coupait pas droit. Et perso, je trouve qu'une scie sauteuse en 12 volts, ça n'est pas assez puissant. Voilà, ça n'est que mon avis. Hein. Soit prendre une 18 volts, soit prendre une filaire. Moi, pour la scie sauteuse, soit je m'en sers sous table, ou alors je m'en sers pour des encastrements de cuisine, pour la découpe de plans de travail et tout ça, quoi. Donc là, avec une 12 volts, franchement, ça suffisait pas, quoi. Mesdames et messieurs, une des meilleures scies plongeantes du monde, la TS. Dans le matos de Floki numéro 1, il y avait une Bosch qui ressemble à ça, hein, bien sûr. J'avais testé les deux, GKT, GKS, GK, je sais plus. J'ai dit que j'avais pas vu de différence entre les deux. Un an plus tard, oui, quand même, j'en ai vu des différences. Déjà, il y avait la semelle. Ceci. Cette semelle-là est parfaitement plane. Quand vous la posez, il n'y a pas de jeu. C'était pas le cas de l'ancienne. Voilà, il y avait un petit peu de jeu dans le truc. Alors soit c'était un défaut de fabrication, soit je sais pas. Là ici, on a un capot qui est parfaitement plat. Donc ça, c'est fait vraiment pour venir se plaquer contre un mur. Si on veut par exemple araser un parquet, voilà, on a toutes les lames qui sortent plus ou moins. Et là du coup, on vient poser ça contre le mur et puis on vient tracer droit et couper toutes les lames qui dépassent. Voilà. Je sais plus combien il y a entre le capot et le début de la lame. Il me semble que c'est 12 mm, mais à vérifier. Voilà. Donc le changement de lame aussi, pareil, super facile. Hein. On a le fast fix. Tac, la clé qui vient là, et il n'y a plus qu'à tourner. Il n'y a pas besoin de venir bloquer l'arbre avec l'autre main. Voilà. Il me semble que sur l'autre, c'était comme ça, il fallait bloquer avec l'autre main. Mais je ne me rappelle plus. Quand on a ce genre de machine, on a tendance vite à oublier les autres. Donc ça coupe jusqu'à 55 mm de profondeur et on peut aller jusqu'à 47 degrés d'inclinaison. On a le réglage de profondeur qui est ici. Si on veut couper que 10 mm, on coupe que 10 mm. Et on peut régler de manière micrométrique ici la profondeur de coupe. C'est-à-dire que si vous coupez un panneau de 10 mm, vraiment qui fait 10 mm pile, si vous mettez un autre panneau dessous que vous coupez et que ça entame ce panneau, donc le panneau martyr on va dire, vous pouvez régler la profondeur pour que ça ne vienne pas du tout le toucher. Alors là on est dans l'ultime précision. Alors là, ici, variateur de vitesse, bien sûr. C'est pas le cas sur toutes les TS55 il me semble. Hein. Donc celle-là je crois que c'est la toute dernière. On a le capot qui est vraiment plat. On a un variateur de vitesse et c'est à peu près ça. À 55 mm de profondeur, à 90 degrés. Enfin à 0 quoi, coupez droit, ça coupe droit, vous mettez une équerre, c'est droit, il n'y a aucun problème avec ça. Alors c'était pas le cas du tout de la Bosch que j'avais avant. Et ça a été vraiment un gros problème, je n'ai pas pu la régler. Ou j'ai pas réussi, ou peu importe en fait. Hein. Je suis peut-être tombé sur vraiment une mauvaise machine, parce que j'avais demandé un petit peu aux copains et tout, savoir s'ils avaient ce problème là, c'était pas le cas. Donc je pense que la machine était un petit peu défaillante. Quand j'avais fait l'escalier droit là, pour l'escalier de la mezzanine, vous avez la vidéo là aussi. J'avais découpé les limons en crémaillère comme ça. Les limons ils faisaient 40 d'épaisseur. Il fallait que je descende, je sais plus, jusqu'à 60 ou 65. Du coup j'avais mis la Bosch au maximum, donc à 55. Au moment de faire les assemblages et tout, de regarder, pourtant j'avais bien réglé toutes les machines. Hein. Au moment de faire les assemblages, et du coup j'avais 1 ou 2 degrés de faux éclairage. Donc après il a fallu que je rattrape tout ça, je me suis vraiment embêté quoi. Donc à la suite de ça, j'avais tellement les boules que je l'ai vendu. Voilà, directement quoi. On va dire que c'était un prétexte pour acheter du festool.
Allez, je peux l'entendre, il n'y a pas de problème. Ouais, bon, bah ça, c'est une machine qui est vraiment formidable, quoi. J'ai la lame de série qui fait 28 dents. Donc c'est une lame qui est un peu universelle, quoi. C'est-à-dire elle va couper dans le délignage comme dans le tronçonnage, quoi. On va s'en servir un peu pour tout. Si c'est du massif, voilà, ça va faire ça. Maintenant sur des panneaux, bah, ça coupe n'importe quel panneau. Et puis sinon, j'ai la lame 48 dents pour le mélaminé qui est là. La lame elle tourne comme ça, donc dans le sens horaire. Quand vous coupez un panneau, du coup les dents vont remonter le bois vers le haut. Donc ça va éclater en haut en sortie. Dessous ça sera impeccable par contre. Mais pour empêcher ça, on a le pare-éclat. Voilà. Ici ça va venir appuyer sur le panneau qu'on est en train de couper. Et ça va éviter que les fibres se relèvent. Et j'avais acheté ça aussi en option là. C'est le guide parallèle. Je m'en suis pas mal servi, ça dépanne. On peut aller jusqu'à, il me semble que c'est 10 cm. Mais je crois que c'est un peu plus même en fait. À condition de bien brider les pièces. Machine redoutable, indispensable pour l'agencement. D'ailleurs c'est une machine d'agencement hein, tout simplement. Quoi. Ah il y a ça aussi. Alors ça il est toujours dans le camion, hein. Ça c'est vraiment l'outil qui va sortir de la galère quand vraiment on en a besoin. Et c'est vérifié à chaque fois. Donc c'est un outil oscillant. C'est Fein qui fait ça, hein. C'est Fein qui l'a inventé. D'ailleurs Festool s'en est inspiré et puis ils ont sorti dernièrement un outil multifonction comme ça. Ils l'ont fait avec et sans batterie. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça vaut. À mon avis ça doit être très bien parce que c'est Fein hein, dans tous les cas. Donc ça c'est une super marque, vraiment à conseiller. Ouais, hyper facile à changer. Pareil. Le système pour l'aspiration qui vient là. Ça vient se mettre dans l'encoche qui est ici. Hop, et ça vient là. Après on y met la lame. Voilà, on y met l'aspiration et en avant. Ah, moi je l'aime bien cette boîte là. Là il y a toute la partie ponçage. Un disque avec des grains différents. Et j'ai aussi les patins triangles. Voilà. Ça c'est fourni avec la machine d'emblée. Hein. Ça qui est cool. Il y a toutes les lames. Donc ça va des disques diamants jusqu'aux disques à métaux. En passant par ce qui est à bois. Ça c'est pour la moquette ça normalement. C'est une lame en fait. Voilà. J'avais acheté aussi ce système là qui est en option là. C'est une espèce de butée de profondeur. On met ici. On règle la distance avec la lame. Avec ça ici comme ça. Hop. Puis au moins on sait qu'on coupe exactement à la même profondeur pour éviter par exemple d'entamer des gaines électriques. Ça peut être sympa quoi. C'est la boîte à outils où j'ai gardé uniquement les 12 volts dont j'ai encore besoin et dont je pourrais difficilement me passer. Ouais, ça c'est des chaussettes de bloc, ça me rappelle des souvenirs. Voilà, donc ça c'est vraiment le détecteur qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe un peu derrière les murs. Quand c'est orange, ça veut dire que bon, faut pas trop y aller quand même. Quand c'est rouge, faut éviter, et dès que ça sonne et que c'est rouge, c'est qu'on a du câblage électrique. Bon, c'est une machine qui est vraiment très fiable. Hein. C'est vrai que c'est bien de prendre le temps de vérifier qu'on ne soit pas dans des conduits de gaz ou des gaines électriques ou je ne sais quoi. Avant de percer, ça évite d'appeler les assurances. Hein, ça me fait un peu le même effet que quand on est sur la route et qu'on veut doubler un camion et qu'on hésite à doubler ce camion. Ben on double pas le camion. Sur des constructions qui datent d'il y a très longtemps, enfin moi perso, hein, j'ai pas les connaissances pour vraiment savoir exactement qu'est-ce qui va passer là. Donc cette visseuse là, elle était présente dans le matos numéro 1 et la voici dans le deuxième épisode. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est génial. C'est léger, petit, hyper puissant, merci l'avion. Là-dessus, vous y mettez une batterie 4 ampères de la marque Floki. Et je vous assure que là, ça décoine. C'est un outil vraiment à recommander. J'en ai un deuxième à recommander. La petite meuleuse angulaire, 12 volts, pareil, c'est extraordinaire ce truc. Ouais, c'est vraiment un outil qui est valable pour beaucoup d'artisans, peu importe leur domaine. Les maçons, comme les peintres, comme... non, pas les peintres. Comme les menuisiers, comme les plombiers. Hein. En fonction du disque qu'on y met là-dessus, même pour les carreleurs, hein. On peut avoir plein d'applications différentes. Pour les dressings, quand il faut recouper les barres, les tringles, hein.
Voilà, bah, voilà, c'est avec ça que je fais quoi. Pour accorder une cuisine aussi, pour le PVC, bah, pareil, bah, c'est avec ça que je le fais quoi. Quand une tige filetée est trop longue, pareil, c'est avec ça que je le fais quoi. Quand il faut couper une pierre en deux, pareil. Non. Alors en complément, moi j'ai ça, la scie sabre. Alors il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui détestent même, il y en a qui adorent, il y en a qui aiment bien. Je me sers de ça pour finir les découpes de plan de travail avant d'avoir la scie sauteuse là. La lame est plus épaisse, c'est beaucoup plus précis qu'une scie sauteuse. Et enfin ça dépend quelle scie sauteuse, hein, c'est toujours pareil. Et du coup bah, je finissais des angles comme ça pour les encastrements avec ça. Puis je coupais ici, tac 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 tac. Si jamais il y a une branche à couper quelque part, un peu en hauteur, j'en sais rien, ça dépanne bien quoi. Moi j'aime bien ça. Et je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est coupe et qui n'a pas besoin forcément trop de précision. Enfin ou pas trop d'équerre, on s'en fout. Par exemple pour couper des litos pour que ça puisse rentrer dans le camion ou des trucs comme ça. J'ai acheté la petite boîte aussi qui va bien. Bois, métal, etc. quoi. Bah, la fleureuse elle est toujours là, ça marche bien, c'est super cool. Je m'en suis servi à peu près sur tous les chantiers pour faire des petits arrondis ou alors pour affleurer un stratifié ou machin, bah, ça fonctionne bien quoi. Pour faire un petit chanfrein sur des portes, vraiment pour casser l'angle nickel, bah, c'est bien. Maintenant bah, c'est une machine 12 volts avec un petit moteur, il faut pas non plus déconner avec. Hein. Donc pas question d'aller défoncer pour des encastrements jusqu'à 1 cm de profondeur, hein, ça ne marchera pas, elle va fumer. C'est pas fait pour ça. Hein, une affleureuse c'est vraiment fait pour affleurer, hein, rien de plus. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. Ouais, je suis assez content de cette machine, c'est en plus un modèle sans charbon. Et voilà, c'est à recommander. C'est léger, c'est suffisant. Moi j'aime bien ce système là. C'est valable aussi sur la meuleuse, c'est le même truc là. Pour bloquer l'arbre, tac, on y envoie une clé là-dessus. Tac, on change la fraise et puis c'est parti. Réglage de profondeur qui est là. Voilà, donc là on va dire la profondeur grossière et puis une fois qu'on arrive à peu près par là et que c'est pas assez, on peut quand même descendre ou monter ici. Voilà, là on est au 10e de millimètre là. Très très bonne bécane. Ma dernière acquisition de Bosch Pro, bah, c'est le laser que j'avais acheté. Dans la première version là, de Floki, vous avez eu un laser rouge. C'était le GL, je sais plus combien, GCL 50 je crois, qui est très bien, mais le truc c'est que il est rouge, ouais. Et en fait le vert il est 4 fois plus visible, mais vraiment c'est un truc de dingue. Et en fait j'ai changé pour ça quoi. Bon, enfin pas que pour ça, parce qu'il y avait aussi des lignes dans le rouge qu'il n'y avait pas. Le laser rouge c'était un 2 lignes, et puis moi je me sers aussi de la 3e ligne quoi. Bon après le prix c'est pas le même non plus quoi. Voilà, c'est cette bestiale là. Hein. Voilà, donc là même en plein jour on voit vachement bien. Là on le voit encore. Alors que là avec le rouge, que dalle. Hein. Donc là il y a 3 lignes, une horizontale, une transversale et une tangentielle. Ou l'inverse, je sais plus comment on dit, on s'en fout. Quand on veut reporter des cloisons d'équerre au sol et au plafond, bah, c'est nickel quoi. Enfin, il sonne quand il n'est pas de niveau. Voilà. Ça vraiment c'est extraordinaire. Bon il y avait la boîte, hein, pareil, mais je l'ai balancé quoi. Voilà, mes 12 volts elles tiennent là-dedans. C'est une caisse festool aussi, pareil. J'avais aussi cette machine là. Je m'en servais beaucoup au début, mais après quand j'avais les scies circulaires plongeantes, bah, je m'en servais beaucoup moins. C'est vrai que faire un dressing avec ça et une cuisine, c'est pas viable. Du coup je l'ai revendu, mais c'est une super machine. En plus une chose intéressante, c'est que son guide parallèle, bah, avec la petite rainure là, elle s'adapte sur les rails festool aussi. Donc on peut l'utiliser sur les rails Bosch et sur les rails festool. C'est quand même sympa. Donc les rails Makita aussi ça marche, hein. Voilà. Matos de Floki numéro 1. Elles sont encore là. Parce que j'ai pas encore réussi à les péter. C'est indestructible. Je les avais achetées sur le bon coin. 80 € avec un chargeur et 2 batteries. Je m'en suis servi sur tous les chantiers. Si vous tombez sur ce genre de machine d'occasion là, bah n'hésitez pas quoi. Parce que c'est juste increvable en fait. J'ai tout fait quoi. J'ai tout fait pour les exploser, il n'y a pas moyen. Hein. Ça, c'est la perceuse visseuse. Et ça, c'est une visseuse. Une visseuse simple hein. C'est juste, ça tourne. C'est un tournevis électrique quoi. Bah, je les ai pas toujours avec moi parce que c'est les machines de l'assistance. Hein. Ah ouais. Dans les machines 12 volts de Bosch, j'ai eu dans les mains aussi un renvoi d'angle. Vous voyez, c'est une espèce de truc conique là, comme ça.
La gâchette est vraiment difficile à actionner. Quand on l'actionne, bah, ça part très fort tout de suite. On peut pas jauger quoi. La crosse était beaucoup trop épaisse et beaucoup trop longue aussi. Enfin, les endroits difficiles d'accès, normalement j'étais prévu pour y aller, bah, du coup j'arrive même pas à passer avec ça quoi. Et puis le diamètre de l'outil, ça doit être un truc comme ça. Genre c'est pas du tout ergonomique. Enfin moi j'ai vraiment pas du tout aimé ce produit. Donc je l'ai vite vendu. Ça a fait un heureux, tant mieux. La voici encore présente dans la deuxième version de Tous les Floquis numéro 2. Alors dans le genre je suis une bécane increvable, voici, je vous présente la ponceuse Rotex. Je m'en sers pour le dégrossissage, je m'en sers pour le décapage donc, et aussi pour la finition. Le problème, l'inconvénient qu'il y a avec cette machine, c'est qu'il faut toujours travailler avec les deux mains, à moins d'avoir une force de cheval quoi. Parce que là il y a un bras de levier là ici qui empêche vraiment de travailler une main quoi. Donc il faut vraiment forcer pour y arriver. Je l'ai depuis à peu près 4-5 ans. C'est une machine d'occasion. Ce que j'ai changé là-dedans, ce sont les charbons qui sont juste là, une fois. Et j'ai changé le plateau aussi. Voilà, une fois, c'est tout. Ça pareil, hein, ce sera pour l'assistant plus tard, etc. quoi. En ponceuse de finition, je voudrais m'acheter celle-là. C'est une marque que j'ai jamais testée, mais j'ai énormément de bons retours sur ce produit. On a vraiment il paraît qu'on a vraiment le sentiment de poncer à la main. C'est tellement léger comme machine et près du support, ça doit être sympa je pense. Voilà, donc ça aussi j'aimerais bien l'acheter un jour. On verra. Mesdames et messieurs, le tank. Bon ben pareil, hein, ma Tous les Floquis numéro 1 et 2. Le petit support pour la mettre à l'envers. Capteur d'aspiration fait un peu maison, hein, voilà, pour pouvoir y mettre les aspirateurs classiques. Et j'ai fait ce petit système là pour pouvoir brancher les câbles Festool. Je crois que ça s'appelle des plugits, je crois. Alors ça aussi ça fait longtemps que je l'ai. Le seul truc que j'ai changé, bah, c'est le patin qu'il y a dessous là. C'est une espèce de feutrine, voilà, qui peut être d'ailleurs en liège, c'est possible. Voilà, j'ai changé une fois. Voilà, le seul truc que j'ai fait, c'est changer ça et j'ai racheté des abrasifs. Terminé. Pareil, l'assistant, son fils, etc. Bon, ça concrètement, c'est une machine qui arrache. Voilà. Si vous mettez un grain 80 là-dessus, il faut passer très vite. Sinon, il n'y a plus rien. Elle est toujours là. Alors cette machine-là, elle est vraiment bien, mais sous table. Sous table, c'est super. Alors c'est vrai que mon système, il est un petit peu archaïque. Concrètement, je m'en sers plus trop de la défonceuse sous table en ce moment. La défonceuse, je vais la garder. Par contre, je pense que soit je vais me refaire une table de défonceuse digne de ce nom, ou alors je vais en acheter une. Je verrai bien. Mais en tout cas, sous table, elle est assez puissante, hein, 1400 watts, c'est cool quoi. Puis en plus, elle est assez mal positionnée, elle est contre le mur là-bas. Bon, voilà. Je l'ai encore celle-là. Hein. Donc ça, c'est une affleureuse. La marque, c'est Élu. Ouais, c'est cette marque qui se fait plus, qui a été rachetée par DeWalt. Hein. Ouais, c'est une marque que je préfère largement à DeWalt. Hein. Je l'avais dit dans le premier épisode, et bah, je le redis encore. J'aime pas DeWalt. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'y faire. Voilà, donc Élu, ça c'est vraiment des machines auxquelles on peut avoir confiance et qui sont vraiment très durables. Hein. Voilà, bon. Machine d'occasion, elle a je sais pas combien d'années. Je l'avais mis sous table pour remplacer une défonceuse. Donc ça fait 600 watts ce machin là. Bah, ça a jamais branché. Hein. Pourtant, je l'en ai mis dans la tronche. Bon, par contre, elle fait un bordel pas possible. Hein. Ça, à l'époque, ils s'en foutaient un petit peu. Et le moteur est toujours nickel. Tous les systèmes de descente et de montée sont aussi impeccables. Pareil, ça, c'est des machines familiales, on va dire. Voilà. Que derrière, on refile au fiston ou au cousin ou je sais pas à qui. Bon, il y a quelques vidéos, vous avez eu quelques projets où je l'utilise, surtout dans les débuts. En tout cas, si vous tombez dessus sur le bon coin et que vous n'avez pas d'affleureuse et que vous tombez là, sur ça qui est pas très cher du coup, bah foncez parce que ça vous lâchera pas quoi. Ça c'est une méga super machine. Pour l'agencement, pour les petites défonces bien comme il faut. Elle est vendue déjà d'emblée avec pas mal d'accessoires. Ça fait 1010 watts, hein, c'est pas non plus la folie quoi. Mais moi j'aime beaucoup cette machine. Donc c'est vendu avec le capteur de copeaux là qu'on met dessous.
quand on vient affleurer et tout ça, pour éviter que ça aille de partout, ça vient capturer un peu la poussière, quoi. À condition qu'on y mette un aspirateur, bien sûr. Ici, j'ai des bacs de copiage de différents diamètres. J'en ai 4 différentes. 30, 27, 17 et 10. Ça, c'est ce qui permet de se mettre sur les rails FS classiques. Là, il y a la petite rainure qui vient ici. Ça permet de faire des défonçages qui vont être guidés avec le rail. On y rajoute les petites barres là, en métal. Quand on est en plein panneau, par exemple, c'est ça qu'on va utiliser. Les mêmes barres sont prévues pour le guide parallèle. Vous connaissez, hein. Voilà. Quand on vient défoncer en bord de panneau. Moi, j'avais acheté en plus le petit compas là. Compas qui vient ici là, qui en tourne autour de cet axe. C'est bien, de temps en temps, c'est cool quoi. Je m'en sers pas tous les week-ends non plus. Hein. Avec une boîte de fraises, ouais, c'est des fraises Bosch. J'aimerais bien acheter des fraises de meilleure qualité, CMT ou Festool, mais bon, c'est vrai que ça coûte vite très cher. Dessus, j'ai monté une fraise hélicoïdale. C'est une fraise CMT qui coûte un peu cher, mais franchement, ça coupe super bien ce machin. Variateur de vitesse, tout ce qu'il y a de plus classique sur une défonceuse. Ça va, j'ai rien. Alors, si je devais acheter une défonceuse aujourd'hui, j'achèterais pas celle-là. Je prendrais la 1400, le modèle qui est au-dessus. Voilà, le modèle qui est au-dessus en termes de puissance. Hein. Parce qu'en fait, elle est beaucoup plus polyvalente. C'est tout. Là, je me suis retrouvé des fois à devoir défoncer des trucs un petit peu costauds. Hein. Et du coup, elle cale. Elle s'arrête quoi. C'est pas très bon pour la machine. Et puis, bon, voilà, c'est pas forcément adapté. Hein. Voilà. Mais si vraiment j'en avais une seule à racheter, je prendrais la 1400. Il y a l'oreille perforée qui est là. Système 32. Il y a un trou tous les 32 mm. Voilà, c'est une norme américaine. Donc ça, la 1010 pour ça, c'est super. Encore faut-il avoir acheté l'accessoire qui va avec. Qui coûte... J'avais acheté ce petit aspi là, super. Il est pas cher par rapport à la marque, hein, par rapport à ce qu'on a d'habitude. C'est pour les machines semi-stationnaires, on va dire. Pour la CS50KLA ou pour la scie anglais, la scie radiale. Donc c'est vendu avec un tuyau comme ça, des tuyaux avec les anneaux là. C'est un peu à l'ancienne, mais bon voilà. Quand ça reste sous table comme ça, on s'en fout un peu. Il est quand même super puissant. Et il est vraiment très simple d'utilisation. Il y a un mode souffleur ici. Alors franchement, le mode souffleur, j'ai jamais compris quoi. Tu peux souffler avec un aspirateur. Très bien, bon, très bien. Ici, on a un variateur de puissance. Personnellement, je le mets toujours à donf. Mode manuel et le mode automatique. Avec l'outil qu'on aura branché ici, bien sûr. Hein. Voilà, démonstration. Il y avait une vidéo comme ça où une meuf faisait aspirer la tronche alors qu'elle dormait. Putain, qu'est-ce que ça m'a fait rire ce truc. Alors pour le changement de sac et compagnie, l'entretien, machin, rien de plus simple, c'est du Festool, bien sûr. Voilà, le sac, voilà. On en prend plein la gueule au passage. Moi j'ai même mis les recharges de sac à l'intérieur, tu vois, il y a la place en fait. Hein. Parce que le sac se remplit entièrement, c'est ça qui est génial avec Festool, dans les aspirateurs. Et là, quand de temps en temps il faut souffler un petit peu là pour nettoyer un peu les filtres et compagnie. Des vis là, voilà, ça c'est le filtre qu'on peut changer bien sûr. On souffle un petit peu de partout et c'est reparti. Cet aspirateur n'est pas du tout équipé pour avoir un système de filtration pour les petites particules de bois. On va dire que c'est un aspirateur de ménage. Bon, sauf qu'il y a la prise pour pouvoir brancher un outil, ce qui est bizarre d'ailleurs. Donc pour ça il faudrait prendre un aspirateur doté de filtration avec des normes actuelles pour les poussières de bois, les poussières fines. C'est pas que les poussières de bois d'ailleurs. Donc chez Festool, c'est plutôt CTM et CTL. Donc CTL ça va être pour les chantiers, CTM ça va être pour les ateliers. Ateliers et chantiers, les deux. Donc quand vous achetez un aspirateur prévu pour y brancher une machine dessus, type scie circulaire, ponceuse, surtout la ponceuse, vérifiez bien le système de filtration. Par exemple la poussière de ponceuse est extrêmement fine. Du coup, elle n'a aucune difficulté à ressortir du filtre des aspirateurs quand celui-là n'est pas dans les normes. Bon, évidemment, même l'aspirateur le plus performant ne dispense pas d'utiliser un masque respiratoire. Avec un aspirateur comme ça, vous savez très bien qu'il va y avoir des fines particules dans l'atmosphère et que vous allez les respirer. C'est un peu strict, mais c'est bien de le savoir quand même. Alors, un chantier propre, c'est important ou c'est pas important ?
GTL 6, comme Systénaire. Bon, c'est un aspirateur, hein, c'est sûr. Les petits accessoires, ils seront à l'intérieur, ça c'est cool. Le sac. Et ici, on a tout le système de filtration. Le moteur est là-dedans. On peut se déplacer avec sur le chantier en fait. Hein. C'est un Louis Vuitton. Et on peut aussi carrément le mettre en bandoulière. Je vous montre ça. Évidemment, il y a la prise pour l'outil, démarrage automatique avec l'outil en même temps, ou alors manuel. Donc ça, par exemple, c'est l'aspirateur pour les petits chantiers en fait, hein, pour poser une cuisine, ou pour poser un petit dressing, ou voilà, pour faire une bricole chez un client rapidement. Bon, en tout cas, c'est celui dont je me sers le plus, quoi. Voici cet aspirateur que j'avais acheté d'occasion, qui est super. Ça fait 5 ans que je l'ai, sur le bon coin, et ce truc-là, il est increvable, il aspire tout et n'importe quoi, il peut même aspirer de l'eau. Des cheveux. Seul bémol, c'est que le câble est vraiment très court. Je pense que depuis, ils ont dû modifier ça. C'est un aspirateur qui est utilisé sans sac. Sans sac, c'est bien aussi quand même. Bon, par contre, on peut pas y brancher d'outils dessus. Hein. C'est vraiment l'aspirateur de ménage classique, quoi. Moi, je m'en sers pour nettoyer le camion. Ça marche bien. Hein. Dans le matos de Floki numéro 1, il y avait un aspirateur Bosch, le Gaz 15, un truc comme ça, je me rappelle plus ce que j'avais. Un jour, le moteur s'est complètement emballé, et voilà, quand j'avais fait le parquet à clouer, là, c'était à cette époque-là, j'ai aspiré un peu de poussière de plâtre, un peu de ciment, un peu de plein de trucs, et du coup ça a dû passer dans le moteur, et ça a merdouillé, quoi. Même avec le sac et tout, bah, voilà, c'est pas forcément adapté, on va dire. Là-dessus, je ne peux pas en vouloir à la marque, voilà. C'est juste que, à mon avis, l'utilisation n'était pas adaptée. Alors vu la gueule de la boîte, c'est sûr que ça c'est du matos qui a déjà servi. Bon ça c'est un perfo qui est filaire, hein, d'accord, mais bon c'est un truc qui déconne. Hein. Système SDS hein, bien sûr. Hop, planquez-vous les mecs. Donc ça vous voyez clairement c'est le type de machine que vous allez pouvoir refiler à vos enfants, à vos petits-enfants. Une valeur sûre et puis il est pas prêt de me lâcher celui-là. Alors dans le matos de Floki numéro 1, vous voyez aussi un perforateur Bosch qui est sur batterie, bah celui-là je l'ai revendu. C'était vraiment une très très bonne machine. C'est juste que ça je l'avais déjà à l'atelier et puis je me suis dit bon bah ça sert à rien d'en avoir deux. Je l'ai vendu parce qu'il y a un gars qui était vachement intéressé et du coup ben voilà, ça m'a permis d'acheter autre chose. Et concrètement c'est pas le type de machine que je me sers tous les jours, donc c'est vrai que le perfo Bosch était pas forcément adapté quoi. Voilà. Ouais, ça bouge. Il y a Madame Floki qui arrive. Je suis là. Quoi? Je suis là. T'es toujours fourré dans ton camion. Tu veux venir manger du gâteau? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Ça marche là ton plan là? Non. Ah, c'est bien. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est un duo de visseuses-perceuses. Parce que je n'aurais pas pu vous les présenter autrement. Voilà. C'est vraiment un tandem. Alors celle-là, c'est la PDC, sans vouloir être vulgaire. Il existe aussi la DPC, et ce qui change entre les deux, à ma connaissance, c'est le fait qu'il y en a une qui fasse percussion et l'autre pas. Donc la PDC fait percussion. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise. Donc en gros, avec ces deux visseuses-là, j'arrive à combler à peu près tous les travaux courants. Quand il faut percer pour y mettre un peu de la cheville dans de la maçonnerie et tout ça, pour dépanner, ça va très bien. Voilà. Après maintenant, s'il y a 70 trous à faire, il va falloir prendre le perfo. Donc ça concrètement, c'est une visseuse, une perceuse de charpente. Ouais, c'est vraiment fait pour ça. Hein. Arrache, c'est vraiment un truc hyper puissant quoi. Il y a 4 vitesses. Donc là, ça va super vite. Par contre, le couple, forcément, c'est ce qu'on utilise dans les perçages pour le bois. Hein. Et là, pour la visseuse. Quoi. Là, c'est vraiment pour de la visseuse en vitesse 1 pour rentrer vraiment de la grosse vis quoi. Parce que là, c'est là où le couple est maximal. Il y a la force de couple qui est ici, électronique. C'est pas un débrayage comme les autres. Ici un petit espace pour mettre les embouts les plus courants, hein. Et puis on a les mandrins interchangeables quoi.
Voilà. Donc là pour percer, pour envoyer la sauce. Et il existe aussi le renvoi d'angle. Espèce de machin là. Ouais, pour avoir accès à des zones un peu délicates. Bon. C'est pas le même set, c'est un autre set. Et moi j'en ai pas besoin. Ce qui est cool, c'est que là vraiment on peut mettre de la quincaillerie pour dépanner. Et ça, c'est vraiment chouette. Et la deuxième. Voilà la différence. Là, on a le mandrin qui est débrayable par rapport à l'électronique de tout à l'heure. C'est une toute petite machine en 10 volts qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est hyper léger. On peut utiliser ses mains pour travailler. Enfin, on peut utiliser ses mains. Hein. Ici, il y a un petit crochet là, qui permet de la mettre là, à la ceinture ou quoi. C'est très efficace. Un espace pour rentrer, pour ranger les embouts. Alors celle-là, c'est la CXS, donc avec cette poignée étriée. Et il y a aussi la TXS, qui ressemble plus en fait en termes d'ergonomie à la visseuse qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette partie-là, quoi. Bon, c'est assez rare quand je balance ce genre d'avis-là, mais pour moi, c'est la meilleure visseuse pour l'agencement. Voilà, c'est la meilleure. Il y a aussi la Bosch Pro FlexiClick 12 volts, celle avec les embouts interchangeables. Ça vaut le coup de s'y intéresser, quoi. Ici, pour la perceuse, ici on a l'embout avec... Donc ça, c'est spécifique, hein, à Festool. Cet embout-là, il rentre là, mais je crois qu'il me semble qu'il n'y en a pas d'autres qui rentrent ici. Hein. Ces embouts-là sont aimantés, c'est vraiment pratique. Perso, je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant que lorsqu'on veut mettre une vis et qu'on a des difficultés à y aller, de ne pas pouvoir poser la vis là et qu'elle tienne toute seule. Ça tombe, là, on est là, puis on galère. Voilà, pas de problème, quoi. Ici, on a le renvoi d'angle. Vous avez vu, c'est vraiment très facile à mettre. On peut changer l'angle comme on veut. Visser par-dessous. C'est une machine redoutable. Voilà, pour ceux qui ne se rappelaient plus, mon potager en permaculture. Voilà. Ça, c'est la vraie permaculture, ça. Aucune action, rien à bouffer. Il y a un outil aussi qui est assez redoutable que je vous mets en photo par-ci par-là. Une machine 12 volts, c'est les anciennes visseuses, perceuses visseuses de Festool. Hein. Il y a même marqué Festo dessus, hein. Ça remonte un peu, quoi. Et le systénaire, c'est un systénaire classique. C'est pas les T-Log de maintenant. Une machine que je me sers toujours. Hein. Elle est hyper robuste, mais par contre elle est lourde en fait. C'est pour une visseuse, c'est lourd. Par rapport à ce qui se fait maintenant, c'est vachement lourd. Il a fallu juste que je change les accus des batteries, quoi. Mais pas la batterie en elle-même, juste les espèces de piles qu'il y a à l'intérieur. J'ai gardé tout le carénage autour, tout le machin, j'ai remplacé ça et puis c'est reparti, elle est comme neuve en fait. Les batteries de cet outil qui sont vendues neuves, elles sont vendues vraiment chères, quoi. C'est super cher. C'est pour ça moi j'avais commandé juste les piles, j'ai changé les piles de l'intérieur. Je sais pas comment ça s'appelle. Piles, quoi. Ah. Vous avez vu dans les débuts, là, dans les premières vidéos, un compresseur cloueur de marque DeWalt. L'ancien était vachement plus lourd à porter, plus encombrant, et il faisait beaucoup plus de bordel. L'autre, il était vers les 97 décibels, et celui-là, il fait que 80. Et franchement, on sent grave la différence. Hein. Puis le fait que ça soit là-dedans, ça c'est formidable. J'aime bien, ça fait plus artisanal, tu vois, à l'ancienne et tout, là il y a du cuivre, voilà, on y est, quoi. On est chez les mécanos. Bon, en gros, l'autre il faisait le bruit d'un tracteur et celui-là il fait le bruit d'un frigo. Voilà, ça va être ça, quoi. Là-dessus, ce sont des clous de 18 gauges. On va pas y mettre du 16 ou autre chose. Ça ne passera pas. Pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi je dis ça. Les gauges, en fait, c'est une unité de mesure pour avoir le diamètre du clou. Voilà, 18 gauges, ça correspond environ à 1 mm. Je crois que c'est 1,02, un truc comme ça. Je le sais parce que quand je piquais les gens avec les aiguilles, je regardais, c'était exprimé aussi en gauge. Alors, plus on descend dans les gauges, plus le diamètre est gros. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Quand on monte dans les gauges, donc 20, 22, 24, 26, machin, l'aiguille est plus fine. Voilà, ça va être pour la prochaine prise de sang. Hein. Alors c'est vendu avec des clous, un assortiment de clous, hein. 19, 25, 30, 42, 52 mm. Il y a 10 bandes de chaque. Quand même, une clé de service, je sais pas pour quel service, ça c'est le lubrifiant pour ça. C'est important ça de le mettre, on le met ici là, on met quelques gouttes avant de l'utiliser, voilà, c'est important de bien lubrifier les conduits, quoi, hein, c'est valable pour tout. Donc si vous devez choisir entre un DeWalt et un Senko, je vous conseille les yeux fermés, le Senko.
Voilà, moi pour le compresseur j'ai ça. Alors j'aime bien parce que ça se trouve n'importe où en fait, hein. Une grande surface de bricolage ça coûte à peu près 100 balles. C'est léger, c'est vertical, ça fait que ça prend pas trop de place. Donc c'est assez mobile pour amener sur les chantiers. Ça délivre 8 bars et il y a 24 litres de réserve. Ça me sert pour 4 applications différentes. Clouer, peindre, vernir et souffler. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut vérifier à chaque fois, hein. Savoir si elle se déclenche bien, qu'il n'y a pas de problème ici là. Voilà. Ouais, il fait 97 décibels, bon, vaut mieux le mettre ailleurs dans une autre pièce ou alors le mettre à l'extérieur si on peut, c'est mieux. Alors, un truc important sur les compresseurs, ici il y a une accumulation en fait en bas de cuve de liquide, la condensation de l'eau machin. Et ça, si on l'évacue pas régulièrement, c'est-à-dire tous les 2 jours, 2-3 jours, ou alors une fois par semaine, enfin, voilà, le mieux c'est de le faire tous les jours. Bah, du coup ça fait rouiller la cuve. Et là, si la cuve elle rouille, bah du coup, à un moment donné, il faut faire gaffe quoi. Regardez ce qu'il y a dedans. Donc là, il n'y a plus d'air. Bon, évidemment, on fait pas ça quand la cuve est pleine, hein. Ça, je l'ai fait il y a 3 jours, hein. Alors imaginez, au bout d'un mois. Et lui, il est toujours là. Je fais absolument tous les chantiers avec ce machin-là. C'est vraiment un super établi mobile, hein. Les trous, là, ils sont espacés de 10 cm. Et les serre-joints type MFT, Festool ou compagnie, là, bah, ils fonctionnent pas dedans parce que le plateau est beaucoup trop épais. Ça peut pas faire l'angle, en fait. Mais on peut mettre ce genre de serre-joint. Ceux-là, là. Cette année, ils les font exactement pour cet établi, quoi, hein, normal, quoi. Et le diamètre, c'est 20 mm. Regardez, on a du boulot, là. Ça peut supporter jusqu'à 900 kg, la paire. Là, il y a un petit espace pour pouvoir bloquer des pièces de bois si on veut. Et on peut mettre aussi des petits chevrons, des petits lithos martyrs. On a un petit V pour y mettre des pièces rondes. Pareil, tous les chantiers, super bien quoi. C'est vraiment top ça. Le seul bémol là-dessus, ça va être que... Bon, là ici, on a de l'acier galvanisé. Donc ça c'est bien, c'est robuste. Par contre, sur les pieds, là, ça c'est de l'aluminium ça. Et là, on a carrément, là c'est du plastoc, mais alors c'est un plastoc qui est vraiment de très très mauvaise qualité. Je me demande comment ça se fait que c'est encore là. C'est que c'est bien conçu quoi. Maintenant, bon, ça a fait ses preuves, hein. Il a fait plein de chantiers, ça marche encore bien. Et puis, et voilà, un petit bémol pour le piétement, qui est un peu light à mon sens. Ça aurait été bien qu'il y ait le même acier par exemple là, et puis ici un PVC un peu plus costaud. Mais bon, c'est ce qui fait aussi que c'est léger, hein. Bon, elle était présente dans le Floki numéro 1. Elle est toujours là. Bon, c'est une machine qui est capable de faire des mortaises jusqu'à 70 mm de profondeur. Le principe est simple, c'est de créer des photons. C'est l'assemblage qui s'appelle comme ça, l'assemblage à photons. 2 mortaises de chaque côté. Et on relie les mortaises avec un bout de bois. Ici c'est du hêtre, il existe aussi en 6 pots pour l'extérieur. Je les achète en barre. Comme ça, puis après je les coupe exactement comme je veux. Donc ça c'est du 12 mm d'épaisseur. Ça va de 8 à 14 pour cette machine. Ça c'est du 100 mm de longueur. Après, ici, c'est du 8 mm d'épaisseur. Là ici on a les fraises, donc 8, 10, 12, 14. Moi j'ai la 8, la 12 et la 4 mm. Parce qu'il existe un adaptateur sur cette machine. Par contre c'est pas vendu par Festool, c'est sûr, c'est évident. Et cet adaptateur permet de mettre aussi les fraises de la DF500, donc du modèle en dessous, enfin de la petite sœur quoi. C'est pour ça que j'ai aussi des tenons de 4 mm d'épaisseur. Donc avec la 4, 8 et 12 mm, j'arrive à combler à peu près tous les travaux que je fais quoi. Attendez, je vous montre l'adaptateur quand même. Voilà. Donc là c'est monté dessus déjà, hein. Là ça c'est l'adaptateur qui est là, ici.
Là, il y a une petite tige filetée donc, qui rentre à l'intérieur de celui-là. Et ça, c'est la mèche qui est vendue, c'est la mèche de 4. Voilà. Ça, c'est les mèches de la DF500. Ok, ça, c'est la DF700. Donc après, il y a les accessoires, hein. Il y a celui-là donc pour avoir une meilleure stabilité quand on usine de manière verticale. Il y a d'autres adaptateurs hein, qui concernent la machine, mais c'est vendu que avec ça pour le truc. Et moi, j'en ai fabriqué un. Donc ça, c'était sous l'astuce de Boris Bolland que j'avais fait dans une vidéo là. C'est pour reprendre un peu le modèle de la Zeta qui a cet angle à 45 degrés ici. Ça fait que quand on veut faire un assemblage à 45 degrés, la machine tient toute seule. On le voit dans une de mes vidéos quand j'ai fait le plan de travail là. Je pense que je l'utilise suffisamment dans les vidéos pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc ça c'est vraiment une des bécanes à avoir quoi, quand on fait de l'agencement, même quand on fait de la fabrication en ébénisterie pour faire des tables et tout, c'est le top. On mélange ça avec la Zeta et puis là, bah, vive la France quoi. Alors avec cette machine aussi, il existe des assemblages qui sont démontables. Personnellement, j'ai jamais essayé. Voilà, mais à mon avis ça doit être super cool aussi. Hein. Ça reprend un peu les principes de la Zeta. Je sais pas d'ailleurs qui a pris sur qui, on s'en fout, c'est pas l'objet. Hein. Et c'est un peu le même délire en fait, parce qu'il y a un fraisage de chaque côté, il y a un percement pour pouvoir passer un outil afin de visser l'assemblage pour qu'il se resserre. Globalement, dans l'idée, c'est ça quoi. Le seul défaut, c'est qu'elle n'est pas livrée avec le camion. Pour cette machine-là, concrètement, il faudrait faire une vidéo entière pour expliquer tout ce qui se passe là-dedans. Par contre, ce que je peux vous dire assez succinctement, c'est que c'est capable de faire des assemblages définitifs et des assemblages qui sont démontables. C'est une des rares machines à le faire, avec la Domino. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle des tenso. Avec ça, vous faites des assemblages qui sont démontables si vous ne mettez pas de colle. Parce que ça peut se... Mais ça peut être définitif si vous mettez de la colle sur le bois. À la base, c'est plutôt pour faire du définitif, ça. Et là, vous avez des Clamex. Alors les Clamex, c'est des assemblages démontables. Vous avez une clé ici, là. Et grâce à ce système-là, vous pouvez fermer ou ouvrir l'assemblage. Ce qui le rend démontable. C'est assez cool. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut remplacer la lame qui est en place. C'est une lame spécifique hein, pour faire ce type d'assemblage. Il y a des petites encoches sur les dents de la lame qui permettent de faire coulisser les Clamex ou les Tenso à l'intérieur de la rainure. Il est possible de mettre une fraise classique de lamello, ou peu importe, parce que moi j'utilise aussi une fraise CMT. Voilà, ça c'est pour faire des rainures pour mettre du lamello classique. Des lamello de 20 ou des lamello de 10. Et ça marche avec ça. Hein. Il suffit d'avoir ici les 4 trous pour pouvoir la mettre. Voilà, des biscuits là, des calissons. Il existe aussi le système Divario. Alors lui, c'est adapté pour faire les tablettes. Dans l'agencement, on fait des tablettes pour des dressings ou pour des armoires, etc. Donc ils font un kit avec les gabarits, les fraises, tout ce qu'il faut là. J'ai encore jamais essayé, mais ça va venir. Ma femme m'a offert les 3 caisses Festool outils, là. Les 3 caisses qui s'empilent. C'est top. Là, ici, je mets les 12 volts. Voilà, j'ai juste ça à trimballer. Dessus, bah, je peux rajouter des outils si j'ai envie. Donc, ça s'encastre, hein, bien sûr. Là, on peut les éclipser entre elles. Du coup, bah, on porte ça. Bon, ça pèse un âne mort, mais on peut le porter. Pistolet, voilà, des conneries. La 3e qui se ferme, là, machin, là. Apparemment, il y a les machins, là, je les ai pétés. Et voilà, la caisse à outils. Bon, en parlant de caisse à outils, j'ai un autre truc à vous montrer, bien sûr. Alors ça, pareil, c'est ma femme qui me l'a offert. C'est fantastique. Donc là, on a tout le matériel dont j'ai besoin quand je suis sur les chantiers, quoi. C'est vraiment l'outillage à main indispensable et essentiel pour moi. Voilà, mais ça me concerne. Hein. Ça, c'est un télémètre laser. Bon, bah, forcément, vous devez connaître. Hein.
Sur tous les chantiers c'est présent et je m'en sers sur tous les chantiers. C'est hyper précis, c'est un gain de temps pas possible, c'est extraordinaire ce machin. Ça, c'est ma boîte à quincaillerie mobile. C'est-à-dire que je l'amène sur tous les chantiers. Sinon, pour le reste, le stock, il est là. Système Elstrom. C'est un systémaire, bien sûr, qui est adapté avec des compartiments à l'intérieur pour ranger la quincaillerie. C'est modulable, bien sûr. C'est la spéciale chantier, c'est là, donc je réapprovisionne quand il n'y en a plus. Je la mets sur le chariot avec les outils portatifs et puis en avant Marseille. Hein. 90 kg la bête. Ça supporte 100 kg. Il y avait un petit peu de marge, mais pas trop quand même. Petit tiroir. La trousse de secours. Une calculette. Ça m'arrive de compter. Maximum 5 kg. Les roues sont de très très bonne qualité. Ce qui est génial, c'est qu'on a les 4 roues qui sont posées. Ça fait vraiment un chariot. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de l'incliner pour pouvoir le déplacer. Et on a ces petits caches en plastique là, pour venir faciliter la montée du chariot dans le véhicule. En fait, on le traque comme ça vers l'arrière, et ça vient glisser sur les rebords du camion, pour pouvoir venir le hisser jusqu'en haut. Des petits freins. Ici, on a une sangle qui vient dans une rainure en T. On peut le monter ou le descendre ce machin là. Donc ça c'est vraiment pour tenir les systénaires pour pas qu'ils partent en avant. Et il y a moyen de mettre ça sur l'arrière. Alors c'est quoi l'intérêt de les mettre derrière? C'est pour attacher le chariot au camion quand on se déplace. Ça évite au chariot de partir dans tous les sens. J'hésite à acheter un deuxième chariot. Et encore, il en manque 4. Là, j'ai un rabot aussi. C'est un rabot filaire et c'est au beau-père. C'est au Bop. J'aime beaucoup cette marque, ouais, la marque Hitachi. Et franchement, c'est du bon matos, quoi. Mais bon, actuellement, j'en ai pas vraiment trop l'utilité de ce genre de truc, quoi. C'est assez rare que je l'utilise. Bon, je l'avais emprunté au beau-père pour refaire une porte, là. Mais bon, voilà. À part ça, il me semble que dans le matos de Floki 1, il y avait un rabot Bosch 12 volts qui m'a pas plu du tout. Voilà. On peut pas y mettre un truc d'aspiration dessus. Déjà, ça me dérangeait. Ça fait que les copeaux, ils partaient un peu n'importe où. L'application était un petit peu délicate, je trouvais. Il fallait appuyer fort vers l'avant pour que ça puisse raboter bien. Sinon, en pleine passe, ça rabotait plus parce que ça se relevait. Enfin, je sais pas. J'étais pas à l'aise avec ce truc-là. C'est vraiment juste pour rectifier des petits millimètres quand vraiment on a un panneau à encastrer quelque part et qu'il manque juste un petit peu. Voilà, on passe ça, quoi. Je l'ai trouvé vachement cher par rapport à ce que c'est. Vous avez bien compris que j'ai plus de dégauchisseuse raboteuse. Bah, depuis que je l'ai vendu, j'en ai pas eu besoin. Bon, en même temps, j'ai dû faire autrement, quoi. Mais bon, je compte quand même en racheter une à un moment donné. Hein. Donc il y a la Metabo HC260 qui a l'air pas mal. C'est bien parce que c'est voilà, même si c'est quand même lourd, hein, mais bon, c'est sur roulette. Sinon il y a la DeWalt qui fait à peu près dans les mêmes dimensions, les mêmes proportions et qui est beaucoup plus légère. Pour aller sur les chantiers, c'est un peu mieux. Voilà. Mais bon, c'est hors de prix, quoi. J'en ai 3. Enfin 4 avec le FSK. Il est où d'ailleurs? Il y a celui-là aussi, c'est le FSK 420. 450, je sais plus. Bon, ça et ça, c'est pas compatible. On peut pas les raccorder en fait, hein, ça va pas ensemble. Ça, c'est valable que pour deux machines, la HK85 et la HK55. Ce sont des scies circulaires. Par contre, les machines que je viens de citer là peuvent aller là-dessus. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, j'ai deux rails de 1400. Voilà, donc si on les raccorde, ça fait 2800, ça correspond un peu au panneau que j'utilise pour que ce soit du médium ou du HDF ou etc.
Sinon j'ai le petit rail là de 80 qui lui sert un peu à tout faire quoi, pour tronçonner. Pour si j'ai pas un panneau de 1,8 m mais que j'ai un panneau de 1,50 m, ben, je vais mettre celui-là quoi. Donc pour accorder il faut 2 pièces comme ça. Voilà. Alors ça c'est les barres de fer les plus chères que j'ai jamais vues. Voilà. Ça vient la moitié dans un rail, serré avec un tournevis plat. Parce qu'il faut 2 barres de fer là pour raccorder 2 rails. Ça, il faut y penser quand vous le commandez. Hein. Donc le deuxième, par contre, se met de l'autre côté, quoi. Voilà. Hop. Tac. Je les mets comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir le bon alignement. Et puis après, on vient serrer ici. On pourrait croire que c'est un peu léger. Ça tient vachement bien. Et surtout, la coupe est bien droite. Il n'y a pas d'écart ici, il n'y a pas de truc flottant, quoi. Alors, bien sûr, on peut acheter les longueurs de rails qu'on veut. Il y a des rails même qui vont jusqu'à 5 mètres, je crois. Hein. Il faut aussi avoir la place et pouvoir les transporter. Moi je sais qu'un 1,40 m ça me suffit par rapport au camion que j'ai actuellement, vaut mieux que je l'ai en 2 pièces. Voilà, et après il y a le rail perforé pour le système 32. Pour faire les caissons de cuisine et tout ça, là, pour mettre les charnières, pour les embases, voilà. Encore faut-il avoir l'accessoire qui va avec, l'accessoire que je n'ai pas encore acheté. Parce que ça coûte un peu cher. Puis sincèrement, j'en fais pas tous les jours non plus. Hein. Pour l'instant, en tout cas. J'arrive à me dépanner avec les gabarits Craig. J'ai une petite pochette aussi qui va avec. Bon, c'est pas la marque Festool, c'est une autre. Voilà, c'est celle-là. Là. Ça suffit largement, elle est bien rembourrée comme il faut et tout. C'est Vercingétorix. Voilà. Bon, moi perso, je m'en fous un petit peu qu'il y ait marqué Festool sur le sac de transport. C'est pas. Même sur les rails, je l'ai enlevé. J'achète pas la marque, j'achète la qualité qu'il y a derrière la marque. Voilà, c'est une histoire de style. Je me suis inscrit sur un groupe sur Facebook qui s'appelle l'Esprit Festool. Alors, vous avez bien compris qu'évidemment ça parlait pas mal de la marque, mais en gros ça tourne beaucoup aussi autour de l'agencement. Donc ça va être cuisine, dressing, ça va être en gros tout ce qui est mobilier sur mesure quoi. Pas mal de youtubeurs qui ont rejoint la chose. Et il me semble qu'on est dans les 2000 maintenant à peu près quoi. C'est vraiment un groupe qui est super intéressant parce qu'il y a des gens qui sont très compétents dedans, avec des réalisations qui sont juste superbes quoi. On va se raconter les potins là sur la dernière machine qui est sortie bien sûr. Mais c'est plutôt en fait un groupe d'agenceurs quoi, en fait. Ouais. Donc allez voir la page, allez vous inscrire, si ça vous branche, franchement vous êtes les bienvenus quoi. Donc ce que je viens de faire là, à mon sens, c'est hyper important. À chaque fin de chantier, je souffle tout le matériel que j'ai utilisé, tout le matériel électroportatif, entre autres. Donc je souffle le moteur, je souffle un petit peu de partout là, et au moins ça libère pas mal de choses quoi. Et à y mettre sans arrêt sur les outils de coupe, type scie circulaire, d'y mettre un aspirateur systématiquement. De faire ça, ça va être top pour 3 choses. Votre femme aura moins de boulot si c'est elle qui fait le ménage. Je dis bien si c'est elle qui fait le ménage. Deuxièmement, pour vos poumons, votre santé. Et troisièmement, ça va être pour l'outil. Ça va prolonger sa durée de vie. Donc c'est quand même cool. Un bon outil pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'un bon outil pour moi? Il y en a des outils là. Ça commence par le choix de cet outil par rapport à ce qu'on va faire avec. Si on prend par exemple du Bosch vert et qu'on travaille d'une manière professionnelle et intensive 7 jours sur 7, voilà. À un moment donné, il rend l'âme et il fume. C'est pas forcément que c'était un mauvais outil. Juste que c'était pas du tout adapté par rapport à ce qu'on lui demandait. C'est un outil qui va être facile à réparer. Voilà, c'est-à-dire que les concepteurs, ils ont pensé donc à ce que cet outil soit réparé un jour. Pour changer des charbons, c'est un truc qui est quand même assez fréquent, il faut pas qu'il soit planqué sous un carter, sous des vis et machin truc, là il faut pas galérer pour les changer. Quelle est la capacité de cet outil à être réglé si jamais il n'est pas... il coupe pas d'équerre, si jamais... Voilà, peu importe ce qui se passe dessus quoi. Laissez les outils travailler. Et de ne pas travailler à leur place. Dans ces cas-là, vous prenez des outils manuels. Un des conseils que je peux vous donner aussi, c'est quand vous achetez votre matériel, voyez à qui vous l'achetez ce matériel. Parce que derrière, surtout si c'est sur internet, si vous avez une galère, ça peut être vraiment galère. Maintenant, si vous êtes sur un fournisseur, on va dire local, pas loin de chez vous, c'est encore mieux, hein. Parce que du coup, là, en termes de SAV, vous déposez la machine et c'est réglé, quoi. Mais si je suis trop loin pour avoir un fournisseur attitré, ça changera peut-être un jour. Les 3/4 du matériel que j'achète, je l'achète chez Outils des Pros. Parce qu'ils sont super cool déjà. Et en plus, ils ont un SAV en béton.
J'avais eu un souci sur la HK85 là, que vous avez vu en début de vidéo. Donc j'ai envoyé un mail en disant voilà j'ai un problème sur la machine et ils m'ont envoyé tout de suite le bon et c'est reparti, c'est revenu 72 heures après. Bon évidemment vous avez bien compris que je gagnais rien à faire ça. Hein. Voilà. C'était juste je transmets de l'information. Je vous donne des petits tuyaux, c'est tout.